Bonjour Jérôme, Bonjour Jeanne, merci d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne YouTube. avec grand plaisir. Donc c'est un peu historique comme moment C'est très historique. sur cette chaîne parce que j'ai choisi cet endroit là dans la salle où tu m'as proposé qu'on se mette. On est au Conservatoire de la Salle Saint-Cloud et il me semble que c'est ici que j'ai eu mon premier cours de violoncelle. On peut même dire c'est même à l'endroit où je suis assis, devant la fenêtre, où tu as pour la première fois découvert le violoncelle. C'est ça. J'avais pas la même chaise sûrement parce qu'il y avait des petits Non, tabourets. on a des petits tabourets, on a des tabourets qu'on peut empiler pour adapter à la taille de chaque enfant. Et je me souviens, voilà, ton premier cours. Tu te souviens de mon premier cours? Ah oui, je me souviens du premier cours. Je me souviens surtout, bon, il y avait de la pétillance dans les yeux et tout ça, mais j'allais dire comme beaucoup d'enfants, heureusement. Mais surtout, la chose très très exceptionnelle, c'est que tu commences à jouer. Donc, je te montre, voilà, c'était vraiment les tout débuts. Et au bout de 10 minutes, un coup, tu te lèves, tu me regardes dans les yeux, mais d'abord, tu sais, moi plus tard, je serai violoncelliste. Puis après, voilà. Tu te souviens de ça ou pas? Sérieusement? Non, sérieusement, non, je me souviens pas, non. Ah oui, non, moi, c'est vraiment, ça m'a... Enfin, c'était un très très beau moment déjà. Et quand on parle souvent des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent, voilà, mais les enfants, ils sont déterminés. Et donc moi, je garde toujours ça en mémoire. Après, tu n'es pas la seule à l'avoir fait, donc tu n'es pas exceptionnel. Tu es exceptionnel, évidemment, mais pas... voilà, c'est pas arrivé très souvent, mais je parle que de ma classe de violoncelle. C'est arrivé peut-être 3 fois ou 4 fois, quand même. Mais donc, je veux dire, les enfants, même à 5 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et on sent que dans leurs yeux, il y a un plan qui est là. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un honneur et c'est même émotionnel, tu vois, de me retrouver face à toi parce que c'est de t'inviter sur ma chaîne pour que tu parles de ta carrière, de ta vision pédagogique. Moi, ça m'a toujours énormément inspirée, mais surtout accompagnée parce que c'est quand même grâce à toi aussi. Enfin, c'est là que tout a commencé et je suis très reconnaissante de tout ce que tu as fait parce que il y a eu l'enseignement bienveillant avec rigueur qui aujourd'hui définit mon enseignement. Je le tiens de toi. Donc voilà, merci encore pour tout ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu nous partages un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, toi aussi, comment tu as démarré. Et du coup, je te pose cette question que je pose à tous mes invités. Et d'ailleurs, je ne connais pas la réponse, donc je serais très curieuse. C'est comment tu as démarré le violoncelle? Ouh. Ça fait beaucoup plus longtemps que toi. D'abord, merci pour ce que tu viens de dire. C'est vrai que pour moi aussi, c'est un moment émouvant, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et pour un enseignant, chaque élève qui ne m'appartient pas, déjà, voilà, qu'on accompagne, avec qui on fait un bout de chemin, l'idée, c'est qu'il aille plus haut que soi. Et de voir là où maintenant tu en es, c'est pour moi un grand honneur, quand même. Ça, alors après, comment j'ai commencé le violoncelle? Finalement, rigueur et bienveillance, c'est ce que j'ai reçu aussi, moi, de mon côté. Et c'est vrai que ça définit bien ma façon de voir les choses. J'ai commencé au Conservatoire du Mans avec Madame Monique Comte-Daval, voilà, très bon professeur, à qui je suis resté voilà, toute ma scolarité quand j'étais au Conservatoire du Mans. Et j'ai commencé le violoncelle à quel âge? À 7 ans. Voilà, en fait, c'était une époque, j'étais le 4e d'une fratrie, le dernier, les 3 autres, le premier faisait du piano, le 2e du violon, le 3e de l'alto. Et puis un jour, mes parents cherchaient un instrument pour moi, la classe de violoncelle cherchait des élèves, on était en milieu d'année, j'ai été essayé, on m'a dit tu vas essayer, je n'avais pas le choix. Je me souviens, je me suis assis, j'ai essayé, j'étais heureux, et tout de suite j'étais heureux. Alors, c'était pas aussi déterminé que chez toi, mais tout de suite, j'ai su que la vibration, voilà, le ressenti, la sensation, la vibration, ça me plaisait. Voilà. La taille de l'instrument aussi, la fréquence. Je crois que je peux dire que j'aime la musique d'une manière générale, j'aime les sons d'une manière générale. Donc, je suis attaché au violoncelle sans être attaché au violoncelle. Mais j'avoue quand même que les cordes frottées, la vibration grave du violoncelle est quelque chose qui me convient bien. Voilà, ça c'est pour les débuts, c'est pour la rencontre avec le violoncelle. D'accord. Tu travaillais beaucoup quand tu étais petit? Oh, c'est une bonne question, on va couper ça.
Ouais, parce que tu as beaucoup insisté dessus, tu as beaucoup insisté là-dessus, tout mon apprentissage avec toi, et même quand on parle des élèves, tu aimes bien quand les élèves ils bossent, ils sont... Oui, alors c'est vrai que je travaillais, au début, mes parents étaient aussi rigoureux. Si on faisait quelque chose, on le faisait bien ou on le faisait pas. Donc ça, ce goût de l'effort, ce besoin de construire, cette assiduité, c'est quelque chose que mes parents nous ont inculqué. C'était une époque où on avait... c'est marrant que tu poses la question parce que j'en ai parlé ce matin avec d'autres élèves. C'est vrai qu'on était dans une phase où on avait une audition en décembre, un examen technique en février, une audition avant les vacances de printemps, plus l'examen de fin d'année au mois de juin, qui était en général les 15 derniers jours, donc jusqu'au bout où on y allait. Donc en fait, on était toujours maintenu sous pression, j'oserais dire. Ce qui était dommage, c'est que donc ces rendez-vous étaient plutôt sanctionnants que valorisants. Donc ça, c'est le côté peut-être négatif. C'est la chose qui, à mon sens, a beaucoup évolué aujourd'hui, et c'est vraiment une excellente chose. Je ne peux qu'aller dans ce sens-là, où on va plutôt maintenant valider des acquis plutôt que sanctionner des manquements. Voilà, et toujours mettre les gens devant les fautes. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des évaluations positives, des auditions positives, mais il ne faut pas oublier d'avoir ces rendez-vous qui permettent de maintenir un objectif, pas une pression, mais de maintenir un objectif. Parce que très clairement, l'être humain sans carotte, il ne va pas travailler. Donc oui, je travaillais. Voilà. On va dire que je travaillais jusqu'à l'âge de 14-15 ans. L'adolescence a été peut-être un peu plus difficile. Mais à l'adolescence, avec des amis du Conservatoire du Mans, on avait monté, je faisais beaucoup de musique de chambre, on avait fait de l'orchestre aussi. Et j'avais aussi commencé à travailler en tant que violoncelliste pour accompagner une maîtrise d'enfants. Et donc du coup, je faisais beaucoup de répertoire baroque en accompagnement de chœur. Voilà, donc l'amour de la voix aussi est né à ce moment-là. Ça pour le contexte du travail. Et tu as commencé à enseigner très jeune, en fait, parce que tu avais quoi, 25 ans? Non, même plus tôt. Ouais. Non, j'ai commencé à enseigner la formation musicale, toujours au Conservatoire du Mans, là où j'étais. J'avais 17 ans et demi. À l'époque, c'était possible. Et donc, du coup, là, j'ai eu vraiment jeté dans la fosse au lion, c'était des cours qui étaient décentralisés par rapport au Conservatoire. Et donc, on avait les premières années d'initiation. On avait une formation qui avait été très, très succincte. Et puis après, c'était vraiment débrouillez-vous. Donc là, j'ai découvert beaucoup de choses avec beaucoup de joie. La découverte de la transmission, travailler avec des enfants. On avait la chance, c'était des petits groupes. Donc je me souviens des classes, il y a peut-être 5 enfants. Donc c'était presque des cours individuels, on va dire. Donc on pouvait vraiment faire un travail de précision. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté aussi sur la nécessité de se former pour pouvoir enseigner. Que ce n'était pas juste, je faisais un cours. Aussi, la professeure de violoncelle, Madame Combe, souvent faisait un système où des élèves plus avancés faisaient travailler des plus petits. Voilà. C'était pas uniquement pour la remplacer quand elle était en concert, c'était vraiment pour apprendre. Donc cette idée de transmettre, c'est quelque chose qui est venu très tôt. Voilà. Et après, c'est vrai que j'ai commencé dans des postes d'enseignement, oui, c'est au niveau du violoncelle, peut-être vers 23 ans, 24 ans. Mais d'ailleurs, c'est un exercice que tu avais fait avec moi, de me faire travailler certains des élèves quand j'étais grande élève, mais pas encore formée. Oui, c'est vrai que ce système de tutorat, oui, voilà. C'était super. Je continue à le faire, mais alors par contre, je suis là toujours, je suis présent, et en fait, je dis à un élève, tiens, tu peux faire travailler un autre. Mais je regarde de loin, je fais comme si j'étais pas là. Ah oui, mais ça, on n'y arrive pas. Parce que de faire comme si tu n'étais pas là, c'est super dur. Tu as raison, oui. C'est beaucoup plus facile d'être toute seule avec un élève et de gérer que de devoir intervenir avec... Mais bon. Tu as raison. Non, c'est vrai, c'est très très compliqué. Mais en même temps, on apprend beaucoup. Donc, ouais. Et tu t'es sentie passionnée tout de suite par l'enseignement ? Sincèrement, oui. Oui, le plaisir de transmettre, de voir un élève se construire. Alors, il n'y a pas que la construction musicale, il y a la construction humaine aussi de tout ce que le savoir-vivre, tout ce qu'on apprend du savoir-vivre à travers la pratique d'un instrument, les pratiques d'orchestre. C'est extraordinaire de voir
voilà, je dis toujours que n'importe qui, on lui met un instrument dans les pattes, ça devient une belle personne. Voilà, et d'ailleurs, dans les conservatoires, il n'y a pas de problème de discipline, il n'y a pas de casse. Quand on voit les orchestres, quand on fait des concerts, il peut y avoir 100 gamins qui sont là, avec 80 qui ont des instruments. Il y a des incidents, mais il n'y a jamais d'accident, il y a rarement de la casse. Donc oui, donc pour moi, voilà, c'est un grand bonheur. Ouais, j'ai toujours trouvé ça très inspirant chez toi, c'est que c'est aussi ta constance de dévouement à ta classe et à l'enseignement, parce que je t'ai vu enseigner quand j'étais petite et aussi récemment, et je vois en fait la même exigence, la même bienveillance, le même même engagement pour chaque élève que tu proposes, que tu donnes à tous les élèves depuis des 30 ans. Bon, c'est vrai que c'est une passion. Je pense que c'est un métier, il faut faire ça, faut pas faire ça pour travailler. Enfin, faut faire ça parce qu'on a envie de transmettre, on a envie d'apporter quelque chose. Si je résumais l'enseignement à un seul mot, les choses un peu, voilà. Ça, je dirais ne jamais abdiquer. Voilà, ne rien lâcher. Et si un jour je sens qu'avec un élève, je vais commencer à lâcher, je vais commencer à me dire bon, c'est pas grave, c'est le moment de passer la main. Et ça, c'est quelque chose que je fais sans aucun problème, de reconnaître que je suis arrivé à mes limites, soit mes limites, mes capacités techniques, mes capacités, de patience, de ça, que j'ai plus rien à apporter à l'autre personne, donc j'ai pas de scrupule à lui dire voilà, et sans remettre la personne en face en cause, en disant voilà, notre binôme ne marche plus. Et dans ce cas-là, je vais lui proposer d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais c'est pareil, je lui dis va-t'en, c'est je te propose, et on a suffisamment de conservatoires pour pouvoir trouver des solutions. D'ailleurs, je me souviens une fois, j'avais j'avais recommandé d'aller te voir, parce que le projet que moi je lui proposais, je sentais que ça l'intéresse, ça répondait pas à sa demande, et j'avais cru déceler dans ses propos que le projet que toi tu proposes allait correspondre à sa demande et à ses besoins, et allait cacher toutes les cases. Et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur, et je crois d'ailleurs que ça marche bien. Tu parles comme si c'était où ça marchait pas, mais tu fais la même chose avec les élèves, comme tu dis, à qui tu penses moins pouvoir apporter que d'autres professeurs. Tu as fait ça avec moi aussi. Oui. À un moment, tu m'as dit il faudrait que tu ailles voir... il faudrait que tu ailles dans telle classe, tu seras plus stimulé. Hein. Et moi, je me rappelle très bien, me dit, moi, je serais bien restée à la Saint-Cloud à mon cours tous les samedis matins. Et tu m'as poussée à m'inscrire en classe horaire aménagée. Et ça parce que tu avais senti, je me rappelle très bien, tu avais dit à ma mère qu'il fallait aller stimuler un petit peu le potentiel et tout. Et tu as fait ça avec d'autres élèves, j'ai vu régulièrement. Ah oui, ça c'est toujours... Et c'est toujours... Et c'est vrai que par contre, maintenant, j'essaye de l'anticiper. Oui. Encore plus. Alors sans prévoir, pas 10 ans à l'avance, mais dire voilà, attention, ce serait bien de commencer. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'élève? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Qu'est-ce qui va correspondre le mieux pour qu'il aille le plus loin possible? Et je pense qu'il faut mettre son ego de côté. C'est sûr que c'est agréable de garder, surtout les élèves qui marchent bien, ce serait agréable de les garder, mais voilà, je pense que le devoir d'un enseignant, c'est de lui donner les conditions pour qu'il puisse s'épanouir le mieux possible et aller le plus loin possible. Sans être élitiste, il n'y a absolument aucun... Ça n'a rien à voir avec d'un élitiste, c'est juste... c'est toujours ce que je dis aux élèves, c'est ce que j'attends de vous, c'est le meilleur de vous. Donc chacun a un maxi différent, a des limites, des possibilités différentes, mais d'aller titiller cette zone-là et pas de rester dans sa zone de confort. Ce mot à la mode, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Mais en même temps, tu es toujours resté disponible et à l'écoute, jusqu'à très tard. Je suis venue te jouer des pièces avant des concours ou des choses comme ça. Et ça, c'était aussi, je trouve que c'est aussi super inspirant de voir cette disponibilité qui peut rester sur toute une vie, en fait, pour un enseignant avec ses élèves qui continuent, quoi. Donc, Alors, c'est marrant parce que... tu parles de ça, mais en fait, moi j'ai toujours ressenti ça comme une récompense. Parce que quand des anciens élèves me demandent de venir me jouer un programme, moi je suis très très, pas flatté, mais je suis heureux, je suis honoré de pouvoir les écouter,
Ça veut dire qu'on garde le contact, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est là. Donc voilà, je trouve que c'est un beau cadeau que je reçois. Puis de savoir où sont les élèves, ça permet aussi de savoir par rapport à l'enseignement que j'ai pu donner, savoir quels sont les points qui ont marché, puis là où on peut toujours s'améliorer. J'ai toujours des élèves qui reviennent me voir régulièrement, et c'est toujours un grand bonheur. Mm-hmm. En fait, je suis un prof heureux. Hein. Bah ouais. Voilà, c'est... Pour revenir un petit peu à ton parcours, quand est-ce que tu t'es vraiment dit que tu voulais devenir violoncelliste professionnel? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une rencontre? Je cherche toujours. Je me pose la question. T'as toujours pas décidé que tu voulais devenir? Ouais, c'est ça, j'ai toujours pas décidé. J'ai pas vraiment une réponse. Je pense que ça s'est fait presque à mon insu. En fait, c'est sûr que j'étais très heureux au conservatoire dans lequel j'enseignais. J'étais toujours très heureux de faire de la musique. C'est vrai que j'ai eu la chance de commencer à faire des concerts, en dehors du conservatoire, donc à jouer avec des orchestres, avec des chorales ou à travailler en orchestre de chambre, et plutôt assez tôt. En fait, je faisais de la musique presque à temps plein. J'étais en même temps lycéen. Et finalement, sans m'apercevoir, là où j'étais heureux, c'est quand je faisais de la musique. Au lycée, j'ai un très bon souvenir de mes années de lycée, avec des excellents professeurs, fort compétents, fort sympathiques. On va dire que je m'ennuyais un peu. Enfin, je dis pas que le lycée était ennuyant, c'est pas du tout, mais c'est vrai que la vie que j'avais par rapport à la musique était très très agréable. Donc c'est plus, je dirais en fait sans m'en apercevoir, que j'ai glissé naturellement vers la musique, vers le violoncelle sans forcément choisir. Et c'est vrai qu'après de l'année de la première, où là il fallait faire des choix, et finalement je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire en dehors musicien? Rien. Ou alors plein de choses, mais tellement plein de choses que... En fait, parce que plein de sujets m'intéressent. Mais je me dis, finalement, la musique, c'est bien. Vu que j'étais déjà dedans, donc autant y rester. L'autre chose aussi, c'est que donc, mes parents étaient des mélomanes, chers parents, qui nous ont permis, nous, parce que j'ai 3 frères aussi, et on est tous les 4, on a fait de la musique, et sur 4 enfants, on est 3 à faire de la musique, donc il y a peut-être quelque chose dans l'air. Ça, peut-être qu'on a fait ça pour aussi, pour remercier nos parents, qui étaient vivants à l'époque, qui nous a jamais imposé des choses, parce c'était toujours, ils nous proposaient des choses, et on était libre de nos choix, et après ils nous accompagnaient avec beaucoup de bienveillance dans nos choix. Ça, c'était une excellente chose. La bienveillance, finalement, j'en ai eu beaucoup. Hein. Finalement, parce que j'ai été très chanceux. Mais ça s'est fait naturellement. Et je ne regrette pas. Parce que c'est vrai que si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Hein. C'est pas... Et donc, quand tu as démarré du coup la vie active de musicien, tu parlais accompagner des chorales, faire des orchestres, la musique de chambre. Tu as fait aussi beaucoup d'enregistrements. Enfin, tu allais vraiment dans plein de directions différentes. Oui. Alors, c'est peut-être un peu trop touche-à-tout, mais c'est vrai que j'aimais bien aller explorer différentes choses. La musique de chambre était c'était un peu mon domaine de prédilection, le quatuor à cordes surtout. Quatuor à cordes ou trio à cordes, l'orchestre de chambre. Puis après, j'ai basculé sur un ensemble de violoncelle, sur le chœur de violoncelle. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une période qui a duré presque 10 ans. Et c'était complètement novateur comme type d'ensemble. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup, mais beaucoup... Il y en a plusieurs, des ensembles, mais ça. À l'époque, c'était... Oui, il n'y en avait pas tant que ça. Et on faisait beaucoup de créations. Il y avait une politique de commande pour constituer un répertoire autour de l'octuor de violoncelle. Donc je me souviens de très très belles rencontres avec des compositeurs forts. Enfin, je me souviens quand même des rencontres avec Du Sapin, avec Berriot. Ça, c'était des rencontres très fortes. À Perguis, voilà. Et il y avait aussi Kaya Sariao. Ça, j'avais beaucoup, un très 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 fort souvenir émotionnel et puis musicalement très fort. Sofia Goubeidulina aussi. Ça, c'était un univers tellement
tellement magique. Donc c'est vrai, et puis la possibilité de pouvoir discuter avec les compositeurs en direct, c'était une chance. Et puis ça apprenait plein de choses. C'est une expérience très enrichissante et merveilleuse. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'octuors de violoncelle, beaucoup d'ensembles de violoncelle dans les classes. Du coup, les élèves faisaient beaucoup d'ensembles de violoncelle. Les pauvres, ils subissaient ça. Mais attends, excuse-moi de t'interrompre, mais en plus, on subissait pas du tout ça, parce que au contraire, c'est surtout grâce à ça que tu m'as transmis l'amour de jouer la basse. Encore plus que le fait de faire de la musique de chambre ou à l'orchestre. L'octuor du violoncelle, parce que si je me souviens bien, tu faisais la basse, c'était toujours resté à la même place. Et j'étais fascinée et inspirée par, à nouveau, c'était l'engagement que je voyais, alors qu'on aurait pu penser que c'est le soliste et tout. Et je me souviens toujours de toi, au début de la Bacanas Brasileiras numéro 1. Oui, c'est ça, la 1. C'est figé, quoi. Au concert, à 6 ans. Et franchement, mais c'est génial d'avoir aussi développé ça dans ta classe, quoi. Donc, moi, j'adorais les ensembles de violoncelle. Alors, c'est vrai que j'avais fait ça pendant jusqu'en 2005, à peu près. Et après, j'ai arrêté, parce que l'expérience était très intéressante, mais j'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir à un répertoire romantique. Et puis on recommençait à développer des pratiques d'orchestre, etc. Donc d'aller vers des... Voilà, et pas rester simplement... Parce que l'inconvénient de faire que des ensembles de violoncelle, alors je ne faisais pas que ça, mais on en faisait beaucoup, c'est qu'on peut rester un peu en vase clos au sein d'une classe. Et c'est quand même évidemment intéressant d'aller s'enrichir. Le violoncelle reste un instrument aussi d'orchestre. D'orchestre, de musique de chambre, voilà. Donc du coup, c'est vrai que je suis parti dans d'autres directions pour essayer de plus d'élargir. Alors tu parlais des enregistrements, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire maintenant. L'enregistrement de musique de film, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'obligation de respecter un cadre avec quels sont les moyens qu'on peut utiliser. Parce qu'on ne peut pas jouer sur le tempo, qui est quand même un des gros outils sur lesquels on va utiliser en termes d'interprétation. Mais là, sur l'enregistrement de musique de film, c'est au millimètre, donc on ne peut pas jouer là-dessus. Donc ça va être avec les couleurs de son, donc évidemment bien respecter la partition, toutes les articulations, arriver à comprendre aussi les demandes du réalisateur, les demandes du compositeur, ce qui n'est pas forcément écrit, mais ce que tu connais, et ça c'est passionnant parce qu'il y a autant de mélange d'artistique que d'humain. Et donc c'est quand même notre cœur. On est dans le domaine de l'émotion et dans l'humain. Et puis comment techniquement on peut les jouer avec des couleurs de son sans toucher au tempo, ça c'est quand même très formateur. Je sais pas ce que tu en penses toi quand tu en fais. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc ça c'est un bon exercice. Ça permet après aux élèves de dire que travailler avec le métronome, cet objet qu'ils détestent. Tu fais travailler tes élèves avec le métronome ? Alors oui, j'essaye. C'est pas toujours simple. Après, il faut quand même qu'il y ait un minimum de maîtrise technique pour pouvoir aborder le travail avec le métronome. Donc c'est pareil, c'est pas dès le début. Tout est une question de temps et c'est le bon moment pour y venir. Là, dernièrement, je me suis remis sur les gammes, pour parler d'un truc vraiment très... Et en commençant avec l'idée de faire un challenge gamme. Je commence à quelques élèves à faire travailler les gammes. Et l'idée, c'est d'arriver, suivant chaque niveau, de dire, on fait toutes... Alors, c'est toutes les gammes, bien évidemment. Il ne s'agit pas de travailler une gamme. Et de les faire à tel tempo. Donc, on va déterminer avec chaque élève... il faut que les gammes, on arrive à la jouer à tel tempo. Et on va se donner un petit rendez-vous, je sais pas, on va peut-être faire ça l'année prochaine, début décembre. On va se dire, et on se retrouve tous et on joue les gammes. Mais les premiers, en tous les cas, les premiers élèves avec qui j'ai commencé à tester ça marche bien. Et ils se prennent au jeu, en plus ça leur donne du piment pour faire les gammes. Plutôt que de dire on fait la gamme, le travail technique, il est indispensable. Le travail de fond, s'entretenir. Les gammes, CFCX, feuillard, de toute façon, il y a tellement de choses qu'on peut prendre partout. C'est indispensable de le faire, mais comment le faire pour que ce soit attrayant et pas juste pris comme une punition ? Surtout quand même quand tu dis oui, c'est vrai que je demande aux élèves de travailler,
Mais après, faut être réaliste. Les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup d'occupations. L'école prend beaucoup de temps aussi. Mais pour libérer du temps pour travailler son instrument tous les jours, c'est un vrai sacrifice. Donc je pense qu'à nous, enseignants, on doit essayer vraiment d'être très efficace. J'aime pas le mot ludique, parce que le travail, ça n'a jamais été drôle, donc faut pas mentir. Mais par contre, expliquer pourquoi on fait telle chose, que nous, enseignants, on soit très précis, on travaille telle chose pour approfondir tel point. Et on se donne un rendez-vous dans 15 jours. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Voilà. D'être très très précis et en étant... Enfin, faut être comment dire, réaliste. J'ai retravaillé tous les jours, c'est rare. Voilà, même pour des enfants motivés. Donc du coup, il faut arriver à trouver un juste milieu. Mais j'avoue que c'est vraiment pas facile. Moi, j'admire les familles, hein, même si je râle. Voilà, mais j'admire parce que faire un instrument aujourd'hui, c'est un sacrifice. Ça a toujours été, mais c'est dégager du temps, c'est pas simple. Concrètement, nous, instruments à cordes, violoncelle, si on ne le pratique pas au moins 5 fois par semaine, les résultats sont très très longs. On est d'accord? Donc voilà, donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre ce travail de fond qui est nécessaire, faire une pédagogie de projet qui marche toujours bien, mais qui parfois est au détriment du travail de fond. Donc il faut trouver des justes équilibres. En fait, il faut se remettre en cause tout le temps, essayer, et puis pas hésiter à changer. Ça. J'ai la chance de travailler dans 2 conservatoires, au CRD d'Évreux notamment. Là, on est une équipe de direction qui vraiment nous accompagne extrêmement bien dans tout ça. Et on travaille toujours vraiment en concertation entre direction, équipe, professeur, pour vraiment toujours trouver des projets qui vont apporter, qu'est-ce que ça peut apporter aux élèves, et en termes de connaissances, et en termes de motivation. Voilà, toujours, toujours on se remet en cause de manière positive, bienveillante, voilà, sans avoir peur de dire on a fait quelque chose, c'était pas bon, ça a loupé, c'est pas grave, on refait autrement. Voilà, toujours chercher. Ça c'est très bien, ça évolue bien. Mais après, voilà, il faut toujours donner cette motivation et puis arriver à ce que les enfants travaillent. Et pour revenir à ta formation, du coup, et tes inspirations, tu as eu d'autres mentors qui t'ont accompagné dans ton apprentissage? Oui, parce qu'après le Conservatoire du Mans, donc, comme beaucoup de musiciens, j'ai été poursuivre mes études en région parisienne. Et donc, j'ai continué au Conservatoire du 10e arrondissement avec Jean-Claude Ribera, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, et c'était superbe enseignement. Et après, j'étais donc dans la classe de Renaud Fontana-Rosa au CRR de Saint-Maur-des-Fossés. Et aussi, grâce à une collègue violoniste avec qui je faisais du trio à cordes à l'époque, qui était originaire de Poitiers. Si j'ai bonne mémoire, la ville de Poitiers avait mis en place avec le trio à cordes de Paris, donc Charles Frey au violon, Michael Michalakakos au alto, Jean Groux au violoncelle, et donc des stages de musique de chambre. Et vu que c'était tout le début, il y avait très peu de participants, donc je me souviens de séances où on était tous les 3 en trio à cordes à bosser avec les 3 du trio à cordes de Paris qui nous faisaient travailler en même temps pendant de très beaux moments. Et c'était extrêmement formateur. Et même encore aujourd'hui, ce que j'ai appris sur le travail de justesse, c'est des choses que j'utilise encore. Voilà. Après, j'ai travaillé avec Étienne Péclard, Roland Pidou, et j'avais été sélectionné à l'Orchestre français des jeunes. Il était comment, Fontana-Rosa? Alors, j'ai appris beaucoup de choses. C'est très passionnant et très bon musicien, très bon violoncelliste, très bon pédagogue. Et on travaillait beaucoup sur la gestuelle, sur la gestique, sur le respect du corps, et pour trouver le geste le plus adapté et le moins traumatisant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a été très très important. Et c'est des choses que j'utilise encore toujours. Voilà, ça a vraiment été très, très important dans ma formation. Et comment tu fais aujourd'hui quand tu as un élève qui est bloqué au niveau physique, dès le début, qui développe des crispations très tôt? Comment tu gères, comment tu l'accompagnes? Alors, on va travailler, on va essayer de trouver des exercices qui vont développer des gestes. Après, il ne faut pas hésiter à aller demander l'aide
d'un professionnel de la posture, donc avec un ostéo ou un kiné. Et faut pas hésiter à demander aussi conseil. Alors j'ai plusieurs personnes dans mon réseau à qui je peux poser des questions et demander des conseils sur le sujet. On a des pratiques qui peuvent être traumatisantes pour le corps, soyons clairs. C'est pas naturel de jouer du violoncelle, mais on peut trouver des gestes qui vont minimiser les risques d'inflammation, de tension, de tendinite, travailler sur la respiration, bien évidemment. Voilà. Après, faut pas hésiter aussi. On peut aller chercher dans les méthodes Alexander, Feldenkrais, enfin tout. Je dirais pas que tout est bon, mais il faut pas hésiter à aller chercher dans beaucoup de domaines pour pouvoir trouver une solution qui va être adaptée à résoudre un problème chez un élève. Et il faut s'y attaquer tout de suite. Il ne faut pas laisser s'installer une situation trop longtemps en disant ça va se régler dans le temps. Il faut avoir le courage de mettre les mains dans le cambouis. C'est vrai, quand je vais m'attaquer à ce que j'appelle un gros chantier avec un élève, je vais lui expliquer ce que je ressens, ce que je trouve comme difficulté, comme problème, et je vais lui proposer une solution et je vais lui demander s'il est d'accord de s'y attaquer. Bon, en général, présenté comme ça, ils disent toujours oui. Mais si l'élève me disait non, j'ai pas envie maintenant, je respecterai ce choix-là, je dirais ok, et on fera ça plus tard. Si on a l'adhésion de l'apprenant, ça va tout de suite mieux se passer que si on lui impose. Après, c'est très l'être humain. Peut-être le français en particulier a du mal à se faire imposer quelque chose. Donc voilà, non, puis c'est quand même beaucoup plus agréable d'expliquer. Et puis en plus, ça m'oblige à moi, en tant qu'enseignant, à être très clair sur ma stratégie, sur comment je veux utiliser tel ou tel élément. En plus, donc, dans les classes, j'utilise les ensembles de violoncelle. Alors même si j'ai un peu laissé tomber ces derniers temps, mais je suis en train d'y revenir parce qu'il y a des envies. Mais c'est vrai que c'est très important pour les élèves de faire de la pratique collective. Voilà, ça je crois beaucoup. Et dès le plus tôt possible. Voilà, et une pratique collective avec une exigence, une exigence de jeu. Je veux dire, on va soigner dès le début, on peut soigner la justesse, dès le début, on peut soigner le son, à travers des pièces simples. Et puis on peut trouver des projets, les chants de Noël pour Noël, enfin on n'a pas besoin d'être inventif, mais on peut donner cette envie, le jouer ensemble. C'est tellement du bonheur. Enfin, je pense toi dans ton parcours quand tu étais enfant, c'est quelque chose qui t'a plu, enfin qui était voilà. Et on a aussi, c'est pareil. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très développées dans les conservatoires et on ne peut que s'en féliciter. C'est très très formateur pour les élèves et puis ça maintient la motivation. Donc vraiment, si je dirais quelque chose à tous les violoncellistes, faites de la pratique collective. Jouez ensemble, quel que soit l'ensemble que l'on fasse. Voilà. Bah écoute Jérôme, merci beaucoup d'avoir partagé avec grand plaisir, ça avec nous. J'étais très très heureux. Très heureux de voir ce que tu fais, ce que tu deviens. Bah, merci à toi, parce que c'est quand même, tout ça, c'est quand même grâce à toi. Puis, non, mais surtout, merci d'avoir partagé ton parcours et ta vision pédagogique. Je trouve ça très intéressant et c'est très inspirant. Donc voilà, grand merci. Merci beaucoup à toi. Bonne continuation à toi pour tous tes projets. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, dans les commentaires. On sera ravis de vous répondre. Ciao à tous!